Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, élection présidentielle aux États-Unis. Les potentiels candidats sont en opération de propagande sur le terrain. Ils poursuivent ainsi leur campagne dans les États clés pour convaincre les électeurs à adhérer à leur vision de gouvernance. Les détails à suivre dans ce journal. À Semepoji, le budget exercice 2025 a été adopté, estimé à 6 milliards 858 millions 476 109 francs CFA. Il a été approuvé par le Conseil communal lors de la 4e session ordinaire au titre de l'année 2024. Et puis après Banikwara, les populations de Nati-Tengu et ses environs bénéficient depuis ce 1er novembre de la seconde phase des consultations médicales foraines initiées conjointement par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, et la Société béninoise de rhumatologie, SOBER. Cette deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines vise essentiellement à offrir aux populations des zones frontalières de la Takora des soins de santé en rhumatologie afin de faire renaître en elles le sentiment d'appartenir à la nation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Au pays de l'oncle Sam, les potentiels candidats aux élections présidentielles sont en opération de propagande sur le terrain. Ils poursuivent ainsi leur campagne dans les États clés pour convaincre les électeurs à adhérer à leur vision de gouvernance. C'est le cas de la candidate démocrate à ces élections, Kamala Harris, qui est en meeting dans l'État de Pennsylvanie, plus précisément à Philadelphie. Suivez ici le reportage de Rodrigue Azinoui. La campagne électorale bat son plein aux États-Unis et les états-majors des différents candidats jettent toutes les forces dans la bataille, une bataille qu'on peut qualifier de finale. La particularité aux États-Unis au cours d'une élection présidentielle, c'est que tous les coups sont permis, on peut tourner en dérision son adversaire, ce qui est quasiment impossible et inimaginable chez nous au Bénin. Sur le terrain, nous étions ce mercredi en Pennsylvanie, plus précisément à Philadelphie. Kamala Harris était en meeting dans cet État. La Pennsylvanie, c'est un swing state, un État indécis où beaucoup d'électeurs hésitent encore. Gagner la Pennsylvanie, c'est faire un pas de plus vers la Maison-Blanche et Kamala Harris l'a si bien compris. Écoutons ce qu'elle a dit au cours de ce meeting. All right, so now is the time to remind our neighbors and our friends to make a plan to vote in person on election day or to return your mail ballot. And Pennsylvania, if you still have a mail ballot, you can take it to a ballot drop box or an election office in your county by 8 p.m. on election day. Let's spread the word and ask folks to go to iwillvote.com if they need more information. Kamala Harris ne ménage aucun effort pour inciter ses partisans à se rendre aux urnes. Il en est de même du côté de son adversaire principal, Donald Trump. Il était, lui, en Caroline du Nord ce mercredi, un État clé aussi dans cette course à la Maison-Blanche. Fidèle à son habitude, le candidat républicain s'est beaucoup plus appesanti à déconstruire les propositions de son adversaire, mais il a aussi profité pour faire des promesses qui se résument depuis le début de la campagne à mettre fin à l'inflation, à stopper l'invasion des migrants et surtout ramener le rêve américain à sa juste valeur. Demain, nous mettrons le cap sur la capitale Washington DC qui est coincée entre les États de Maryland et de la Virginie. Nous prendrons le pouls de l'élection dans ces États, mais aussi nous essaierons de pousser notre carnet de route vers la Caroline du Nord où était Donald Trump ce mercredi. Et donc, les électeurs américains se préparent activement pour l'élection du successeur de Joe Biden prévue pour le mardi 5 prochain. Mais ce dernier, en fin de mandat, semble avoir quelque peu déçu certains électeurs de par la morosité économique à laquelle ils ont dû faire face pendant les 4 dernières années. Suivez ici cet extrait d'un électeur qui livre ses impressions au micro de Rodrigue Azinoui. For me, the last 4 years, everything got really expensive. I just want to stop that. I realize you're never going to go back to Pour moi, les 4 dernières années, tout a vraiment coûté cher et je veux juste arrêter ça. On ne peut plus retourner en arrière. Ce qui est fait, mais j'aimerais arrêter cela. Las Vegas, par exemple, un taco il y a 4 ans coûtait $1. Aujourd'hui,
Nous sommes à plus de $2,70. Je crois que ça représente ce qui se passe maintenant. Tout est cher, pratiquement du simple au double. Ça va vite et c'est la faute à un programme fou du gouvernement. So, that happened quick. There's a lot of, seems like crazy government programs. I love the idea of just. Après 4 jours de réflexion, les travaux du séminaire sur la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice ont pris fin ce jeudi à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Les assises ont été sanctionnées par une série de propositions et de recommandations qui concourent à l'opérationnalisation de la haute juridiction. Voici le résumé de la clôture de ces assises avec Narcisse Alosser. Une lueur d'espoir me permet d'entrevoir une activation possible de la fonction juridictionnelle de notre Haute Cour de justice. La lueur d'espoir est née au bout de 4 jours de réflexion. Réflexion menée autour du thème « La fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat ». Et derrière les travaux effectués aussi bien en plénière qu'en atelier, des recommandations ont été faites. Et nous avons constaté que pour que cette cour fonctionne normalement, il faut qu'on fasse éclairer certains points d'ombre. C'est-à-dire, nous allons procéder à la relecture de la loi organique. Et pour y parvenir, il faut le soutien de l'Assemblée nationale qui va nous permettre de faire bien ce travail. En droit, la saisine est l'action consistant à porter devant une juridiction une question sur laquelle celle-ci est appelée à statuer. Des travaux en plénière et en atelier, les principales conclusions, comme indiqué dans le rapport général, permettent d'espérer la tenue d'audiences juridictionnelles pour donner suite au dépôt de plainte dont elle est saisie. Le requiem est donc cantonné pour le spectre d'inactivité que vit la haute juridiction depuis près d'un quart de siècle. Les assises d'Agoué sonnent la cloche de son opérationnalisation et les acteurs en mesurent les enjeux. On n'apprendra plus à aucun juge de la Cour suprême, pour ne donner que cet exemple, qu'une juridiction ne fonctionne que lorsqu'elle rend des décisions. Des décisions de qualité et dans des délais raisonnables. Quand elle ne rend pas de décisions, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Elle cesse même d'être une juridiction. Et justement, pour ne pas cesser d'être une juridiction, la Haute Cour de justice et tous ceux qui y siègent tournent avec fermeté vers l'activation de sa fonction juridictionnelle. Nous avons l'obligation d'exister concrètement. Mesdames, Messieurs, faisons en sorte que désormais, en parlant de l'activation de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice, Agoué, que dis-je, Grand Popo, reste dans les annales. Révélons la Haute Cour de justice à nous-mêmes, à nos compatriotes et au monde. Révéler au monde cette institution de la République, installée en février 2001 au Bénin. Sa mission, lutter contre l'impunité tout en mettant en œuvre la responsabilité des membres des exécutifs. Direction la Takora, après Banekwara, le 29 octobre 2024, ce sont les populations de Nati Tengu et ses environs qui y ont bénéficié ce 1er novembre 2024 de la seconde phase des consultations médicales foraines, initiées conjointement par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, et la Société béninoise de rhumatologie Saubert. Cette deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines vise essentiellement à offrir aux populations des zones frontalières de la Takora des soins de santé en rhumatologie afin de faire renaître en elles le sentiment d'appartenir à la nation. Au cours de cette opération, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques ont été entièrement prises en charge et gratuitement par l'équipe médicale mobilisée pour la circonstance. C'est le chargé de mission du préfet de la Takora et le DG de la BGF qui ont donné le top des dites consultations. Alassane Aruna pour plus de détails. Démarrée le 29 octobre 2024 par l'étape de Banekwara, la deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines, initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF,
En collaboration avec la Société béninoise de rhumatologie SOBER, dans le cadre de la Journée nationale de rhumatologie, a posé ses valises à Nati Tengo. Ici, tout comme à Banikwara, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques préalablement sélectionnées par des relais communautaires vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire gratuite. Les populations de la périphérie, que sont les zones frontalières, manquent véritablement d'agents de santé pour améliorer leurs conditions, leur santé. C'est pour cela que l'ABGF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont en contact, vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Les présentes opérations font suite à celles organisées en août 2024 par l'ABGF et la SOBEMI dans le cadre de la Journée nationale des frontières avec plus de 4000 personnes impactées dans les communes de Nati Tengo et de Banikwara. La SOBER, dans ses différentes missions, s'est donné comme mission, entre autres, d'organiser périodiquement des consultations médicales foraines au sein de nos populations afin de pouvoir les aider à prendre en charge leurs maladies à moindre coût, pour ne pas dire gratuitement. C'est le lieu de remercier la SOBER qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition des populations près de 12 rhumatologues, tant du secteur public que du secteur privé, sur les 15 que compte le Bénin. Devant les médecins spécialistes des affections de l'appareil locomoteur, chaque patient a bénéficié d'une prise en charge sanitaire intégrale. Un geste louable de l'ABGF, salué à juste titre par les bénéficiaires. On nous a pris de Bukumbe pour amener à Nati. Ils nous ont consulté, nous donnent des produits gratuitement. Des produits chers qu'on a achetés à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits que je vais prendre pour pouvoir trouver satisfaction. Les présentes consultations foraines prennent fin dès décembre 2024 à Banikwara. Au cours de cette troisième et ultime phase de l'édition 11 des consultations médicales gratuites, seules les chirurgies ophtalmologiques seront prises en charge et ce gratuitement. Revenons à Cotonou où le ministre de la Santé, en compagnie de son collègue en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a lancé les activités de la célébration ce 3 novembre de la 9e édition de la Journée mondiale de l'approche One Health, entendez, une seule santé. Il s'agit d'une plateforme qui reconnaît le lien qui existe entre les personnes, les animaux et l'environnement dans la lutte contre les maladies zoonotiques. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Le reportage est signé Florence Bossa et Moufid Sagouran. Pour cette 9e édition qui sera célébrée le 3 novembre prochain, le ministère de la Santé met les bouchées doubles. Une manière de mettre l'accent sur la Journée mondiale de l'approche Une seule santé instaurée par l'ONU. Elle vise à sensibiliser le public sur la nécessité d'une collaboration entre les disciplines de la santé humaine, animale et environnement afin de garantir la sécurité de la faune. Si la pandémie de la COVID-19 nous a enseigné une leçon essentielle, c'est bien que l'ensemble de la société souffre lorsque la santé d'un groupe est compromise. De plus, l'origine de la plupart des maladies émergentes et réémergentes nous renforce dans la certitude que la santé humaine ne peut être dissociée de la santé des animaux et de l'environnement. Pour protéger l'une, il faut protéger les trois. C'est le cas de la nouvelle politique de santé communautaire que chaque préfet est heureux de porter au niveau de son département. Au Bénin, à travers l'approche One Health, le gouvernement travaille à prévenir les menaces sanitaires, mais également à réagir pour améliorer la santé des Béninois, surtout celle des communautés rurales. L'illustration en est la vaccination de près de 3000 animaux de compagnie dans certaines communes du département du Mono suite au décès d'un enfant en juillet dernier. L'approche Une seule santé est une vision que le gouvernement du président Patrice Talon embrasse pleinement. Celle d'un avenir où la santé est considérée de manière intégrée. C'est dans cet esprit que notre pays a pris
le 27 août 2024 une décision majeure en lançant les interventions de la plateforme Une seule santé. Je peux vous rassurer qu'avec le démarrage des actions de cette plateforme, une nouvelle ère indubitablement meilleure s'ouvre pour notre pays en matière de préparation et de réponse aux crises sanitaires grâce à une coordination améliorée des interventions sanitaires pour prévenir, détecter et réagir face aux maladies émergentes et réémergentes ainsi qu'aux autres urgences de santé publique. En 2019, le Bénin a procédé à la priorisation des maladies zoonotiques les plus importantes à l'intérieur de ses frontières. Cette initiative révolutionnaire démontre l'engagement de notre pays à promouvoir la santé et le bien-être de sa population. Au cœur de la célébration, les zoonoses, les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiens. Aussi, les systèmes de surveillance et de stratégies de collaboration pour la prévention et le contrôle des maladies seront-ils abordés? Semepoji, dirigé par le maire Jonas Benameto, a adopté son budget exercice 2025 estimé à 6,858 476 109 francs CFA. Il a été approuvé par le conseil communal lors de la 4e session ordinaire au titre de l'année 2024. Suivez le maire Jonas Benameto. Il nous donne plus de détails au micro Canal 3 de Emma Hodon. Le montant global du budget pour 2025 est de 6,858 476 109 francs. Ce budget est un budget spécifique parce qu'il est tributaire de tous les errements dont nous avons été victimes, surtout en matière de dépenses d'investissement. Malgré toutes les péripéties, malgré les austérités du moment, vous constaterez avec plaisir que les ressources propres projetées pour 2025 connaîtront une augmentation d'environ 7,15%. C'est le lieu, une fois encore, de solliciter votre vigilance et votre endurance pour que la commune de Semepoji, courant l'année 2025, puisse nous étonner et étonner nos populations. Des dispositions hardies sont en train d'être prises pour que le déblocage tant attendu arrive et soit effectif. Ce déblocage, ce sont les dépenses d'investissement qui ont jusque-là piétiné ou été piétinées ou piétinent parce que l'appareil de dépense a été inopérant. Nous l'avons dit, nous le répétons, mais nous souhaitons que tout cela soit conjugué au passé en 2025. Parlons à présent des initiatives marquant le mois d'octobre, très actives dans cette période appelée Octobre Rose, consacrée à la lutte contre le cancer du sein. La dynamique Tcha, portée par sa marraine Christelle Hundongo Alioza, était dans les collèges Djegankwevi et Djregbe. C'était les dernières étapes de la tournée de sensibilisation menée à l'endroit des jeunes filles sur le cancer du sein. Emma Hodonou pour plus de précisions. Dans une ambiance bon enfant, Christelle Hundongo passe le message aux jeunes filles du CEG Djegankwevi de Porto Novo, puis à celles du CEG Djregbe sur le tueur silencieux qu'est le cancer du sein. Chacune doit regarder qu'est-ce que j'ai au niveau de mon sein. Est-ce que mon sein est normal? Est-ce que je n'ai pas un sein malade? Et ça commence par les jeunes filles. Dès lors que vous commencez par avoir vos menstrues, et que vous commencez par grandir, on est obligé de prendre un peu soin de vous. Que comprendre du cancer du sein et comment faire le dépistage à travers l'autopalpation.
Les précisions ont été données aux apprenantes de ces deux collèges par un médecin et une sage-femme sollicités par la Dynamique CHA pour la cause. La maladie qu'on appelle cancer du sein commence donc par des cellules anormales dans le sein, des cellules qui commencent à se multiplier de façon désordonnée dans le sein jusqu'à former des boules dans le sein. Et quand ces boules sont formées, qu'on ne fait rien, qu'on ne cherche pas à détecter ça très tôt pour les traiter, ces boules vont se propager dans tout l'organisme. C'est le cancer qui va commencer à se répandre dans tout votre corps et attaquer d'autres organes. Vous divisez votre sein en 4 parties égales. Ça fait 4 quarts. C'est bon? Donc toujours les 3 doigts ensemble. Vous tapez au premier quart qui est à l'extérieur, dans le sens d'une aiguille du montre. C'est bon? Vous commencez de 12 heures, vous passez par 13 heures, vous revenez 14 heures, 15 heures, 16 heures, 18 heures. Au niveau des apprenantes, à qui il a d'ailleurs été donné la possibilité de faire le dépistage séance tenante, le message de la Dynamique CHA est reçu et bien assimilé. Pour moi, le cancer du sein n'est pas une bonne chose. Pour l'éviter dès le bas âge, pour que après ça soit pas grave, il faut faire la palpation des seins. Et pour moi, j'ai retenu que pour éviter cela, il y a 3 méthodes. La méthode circulaire, la méthode des cas, avec la méthode verticale. J'ai retenu que nous devons nécessairement palper nos seins. Et pour le faire, nous avons appris 3 méthodes. On peut procéder verticalement. On peut aussi le faire en séparant les seins en 3 parties pour le faire. Cette descente de la Dynamique CHA au CG Djegankwevi de Porto Novo et au CG Djiregbé vient boucler la boucle de la tournée de sensibilisation qu'elle a menée tout au long du mois d'octobre, dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Le mois d'octobre a été sans repos pour la Dynamique CHA dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Après des semaines à parcourir lycées et collèges du Bénin pour sensibiliser des jeunes filles, quel bilan fait-elle de cette initiative? Christelle Hundonoubo Alioza nous livre ses impressions au micro de Emma Hodon. Le constat est le même. Le premier point de constat, c'est que le besoin d'information, de sensibilisation est là. Le deuxième point que nous allons retenir, c'est que cette question, nous ne parlons pas déjà du cancer du sein, mais la présence d'un nodule ou d'une masse dans le sein ou dans les seins des filles, des jeunes filles, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, cela existe. Cela existe et cela dépend de chaque milieu. Plus nous sortons des villes, moins nous avons les cas. Mais quand nous restons dans les grandes villes, nous avons plus de cas. Et donc, moi, je le dis tout simplement pour que les spécialistes en la matière fassent les analyses nécessaires et sachent les dispositions à prendre. À la fin, nous, de notre première étape d'information, de sensibilisation et de dépistage, nous allons faire un point global au niveau donc des CEG, des lycées, des universités et déposer un rapport à qui le droit, c'est-à-dire les ministères concernés. L'activité pour nous ne sera plus une activité du mois d'octobre. Nous avons dit que nous, au niveau de la Dynamique CHA, nous décrétons chaque année année rose. Année rose pour continuer de sensibiliser, de ratisser l'âge comme on le dit, pour sensibiliser, pour réveiller ceux qui dorment encore et pour fouetter ceux qui sont en fait en discussion ou en amusement face donc à la problématique du cancer du sein. Quand on en parle, on ne pense qu'au sein de la femme, on ne pense qu'à comment on peut sucer le sein de la femme et que cela préserve la femme. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit aujourd'hui d'une question de santé publique qui doit interpeller chacun de nous, interpeller chaque Béninois et chaque Béninoise, mais qui doit plus interpeller les communautés aujourd'hui.
Journée de recueillement aux morts le 1er novembre est également le jour où parents, amis et enfants se rappellent de leurs proches qui ne sont plus de ce monde. Ils se retrouvent et tiennent des séances de prière en leur mémoire. C'est à cet exercice que le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou et le chef du 4e arrondissement se sont prêtés ce vendredi au cimetière de la zone, ceci à travers une action de dépôt de gerbes en l'honneur des disparus. Suivez le reportage de Julie Cho, présenté par Florence Bossard. C'est le geste qui justifie le dépôt de gerbes aux morts par le premier adjoint au maire de la mairie de Cotonou et le chef du 4e arrondissement. Une tradition que les autorités communales perpétuent tous les ans pour non seulement prier à ceux qui ne sont plus de ce monde, mais aussi améliorer ce lieu saint. Je voudrais aussi que nous ayons une pensée pieuse pour les âmes de nos parents défunts. C'est demain, la journée, le 2 novembre, c'est pour les saints. C'est pour ceux qui ne sont plus de ce monde. Nous devons avoir aussi une pensée particulière pour eux, pour que la paix règne, pour que de l'au-delà aussi, qu'ils intercèdent pour nous. Et nous devons nous souvenir qu'on doit entretenir ces lieux. Nous devons penser que du jour au lendemain, nous aussi, on doit partir un matin, un jour. Donc c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est ça qui va nous accompagner. Donc c'est le devoir de la mairie de Cotonou d'entretenir les lieux et tous les ans de venir faire ce cérémonial de dépôt de gerbes en l'honneur de tous les saints et les âmes disparues. Nous prenons une importance particulière à nos défunts. Donc on dit souvent chez nous, les morts ne sont pas morts. Sur d'autres cieux, peut-être que ce n'est pas comme ça, mais nous, on les respecte et on les vénère. Le rôle des autorités de la mairie de Cotonou étant d'avoir un regard compatissant à l'endroit des défunts en ce jour, elle veille également à la bonne sécurité de ce cimetière. Des dispositions sont alors prises où des personnes en gilet positionnées contrôlent les entrées et les sorties afin de mettre la main sur les hors-la-loi qui viennent dérober ceux qui prient. Prends leur nom et contact, les gilets sont numérotés, ceux qu'on les connaît. Si quelqu'un fait quelque chose, on nous fait signe. Et nous avons une équipe qui sont aussi dans les gilets, qui sillonnent pour la sécurité. Ils sont en civil, ils font comme ils travaillent, mais c'est pour surveiller les uns les autres. La sécurité est désormais acquise depuis 2 ans au cimetière du 4e arrondissement de Cotonou pour les populations désireuses venir prier pour leurs parents disparus. Du 8 au 10 novembre prochain, le Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin va abriter la foire des produits chinois. En prélude à ce rendez-vous, le directeur du centre invite les opérateurs économiques du Bénin et de la sous-région à massivement effectuer le déplacement. Suivons ici un extrait de ses propos suivi du chef service commercial du centre. Ils sont au micro de Teddy Goudalo et Henri Ganti. Nous voulons vous présenter en fait la foire des produits chinois que nous avons l'habitude d'organiser chaque année. La foire c'est pour la semaine prochaine du 8 au 10 novembre 2024. Et cette foire a commencé depuis 2008. C'est depuis 2008 que nous avons commencé l'organisation des foires des produits chinois et nous sommes cette année à la 14e édition. Alors, il y aura près d'une 50aine d'industriels et de fournisseurs chinois qui vont se déplacer de la Chine sur Cotonou. Donc, à cet effet, j'invite tous les opérateurs économiques, les grossistes, les importateurs à faire massivement le déplacement. J'invite les opérateurs comme les grossistes non seulement du Bénin, mais des pays de la sous-région, du Togo, du Nigeria, des pays du Nord, du Burkina Faso, du Niger. Je les invite à faire massivement le déplacement pour rencontrer les industriels et les fournisseurs chinois qui seront sur place à Cotonou. Nous organisons cette fois en partenariat avec les ministères du commerce de la Chine et du Bénin, avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Pour ce qui est des produits qui seront exposés, nous aurons un peu de tout. Nous aurons plus de 3000 produits qui seront exposés. Et il y aura les produits mécaniques et électriques,
les ustensiles de cuisine, tout ce qui est produits solaires, les LED, tout ce qui est LED. Nous aurons les machines agricoles, qui seront les machines agricoles, les produits d'usage quotidien, un peu de tout. Et à cet effet, nous voulons inviter les opérateurs économiques du Bénin et de la sous-région. Lors de cette fois, c'est des industriels chinois que nous faisons venir de la Chine, des industriels et des fournisseurs. Ils viennent avec des échantillons de leurs produits, des produits qu'ils fabriquent, à la recherche de représentants au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Donc, à cet effet, nous insistons sur ça. Notre cible, ce sont les opérateurs économiques, ce sont les importateurs, ce sont les grossistes qui viennent pour rencontrer ces fournisseurs chinois, ces industriels chinois, voir la qualité des produits qu'ils fabriquent, échanger avec eux sur les conditions d'importation de ces produits-là, prendre leur contact, leur adresse, et de telle manière que même après le départ des exposants, ils puissent continuer les discussions jusqu'à la signature d'un contrat de partenariat. Ainsi se résume l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, et toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Bon début de semaine à toutes et à tous.